Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence cette petite séance dédiée au parasport et à l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques en matière de développement du parasport. C'est une séance qu'on a conçue, donc quand je dis nous, c'est le ministère chargé des sports qui a conçu cette séquence avec nos partenaires qu'on va vous présenter maintenant. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous dire un petit peu quelles sont les dynamiques en cours suite aux Jeux olympiques et paralympiques pour le développement du parasport. Et tout ça, évidemment, on l'a anglais, collectivités locales, collectivités territoriales, quelles sont les actions qui peuvent être mises en œuvre et quels sont les outils et les moyens que nous et nos partenaires nous mettons à votre disposition pour le faire. Pour des propos introductifs et resituer un petit peu ces questions d'héritage, je vais tout de suite passer la parole à Julien Michel, qui est chargé des questions justement de sport et handicap au sein de la direction des sports du ministère chargé des sports. Julien. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas trop à cette heure-là, à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis chargé de mission sport et handicap et je vais vous parler un peu des enjeux de ces Jeux olympiques et paralympiques. Je dirais qu'il y a presque plus d'enjeux pour les Jeux paralympiques que pour les Jeux olympiques. Parce que pour les Jeux olympiques, évidemment, en termes de pratique sportive, parce que évidemment, c'est très très large l'héritage des Jeux, il y a l'accessibilité, il y a les transformations, enfin, il y a plein d'attentes en termes de tourisme, de retombées économiques, etc. Mais en matière de pratique sportive, je dirais qu'il y a plus d'enjeux avec les Jeux paralympiques et la pratique parasportive, dans la mesure où on attend avec ces Jeux aussi un changement de regard sur le handicap de la société. Le parasport était encore très méconnu, ça a été une exposition vraiment inédite. Et donc, il y a un enjeu de transformer de manière profonde le regard de la société sur le handicap et évidemment que le parasport se fasse connaître pour qu'il y ait de plus en plus de pratiquants. Il faut savoir que le taux de pratique actuel est assez faible. Alors, on a du mal à poser des chiffres très précis parce qu'en fonction des enquêtes, ça varie. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la majorité des personnes en situation de handicap ne pratiquent pas du sport de manière régulière. Ça, c'est une certitude, avec des écarts de pourcentage de points de pratique par rapport aux personnes ordinaires qui vont de 10, 20, 30 points d'écart selon les sondages. Dans tous les cas, on sait qu'il n'y a pas assez de personnes en situation de handicap qui pratiquent. Et on sait aussi que la pratique sportive, pourtant, a énormément de vertus. Je dirais qu'elle a toutes les vertus nécessaires pour les personnes ordinaires, rajoutées au fait qu'elle va avoir des vertus supplémentaires, notamment pour rompre l'isolement des personnes en situation de handicap, surtout quand leur handicap est un handicap acquis, et de gain d'autonomie, très important pour les personnes en situation de handicap. Alors, évidemment, si on parle de l'héritage des Jeux et si on espère avoir beaucoup d'héritage, c'est en prérequis, il fallait que les Jeux soient réussis. Et on peut le dire, ça a été ça a été l'édition de tous les records à tous les niveaux. D'abord en termes de résultats sportifs, on a réussi à être 8e pour les Jeux paralympiques comme on le souhaitait. Et puis, avec un nombre de records de médailles qu'on n'a jamais eu, inédite. Et puis surtout, là où on était un peu moins certain, c'est en termes d'affluence de billetterie, puisqu'on a eu 2,5 millions de billets vendus, c'est quasiment la totalité, 90% si je ne me trompe pas, mes collègues du CPSF pourront corriger. Donc finalement, on avait peur que certains stades soient vides, et en fait, ils n'ont pas été vides, ils ont été pour la plupart du temps bien pleins, avec beaucoup, et surtout avec beaucoup de ferveur, d'envie, d'émotions vécues. Donc ça a été une réussite complète. Et si on voulait avoir beaucoup d'héritage, il fallait que déjà qu'il y ait une réussite de ce point de vue-là des Jeux. Ça a été le cas. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous donner les enjeux initiaux. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'héritage des Jeux, c'est énorme. Il y a une délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques qui a travaillé sur l'héritage des Jeux. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses en jeu dans l'héritage, mais nous, on va se focaliser sur le parasport, sur la pratique du parasport, et comme le disait Alex Siri tout à l'heure, avec un focal plutôt sur les actions pour les collectivités territoriales, puisque nous sommes au salon des maires. Je vais Et pas... je vais. C'est bon? Ouais, pardon. Ok. Donc on va commencer par une intervention du comité paralympique et sportif français avec Sylvain Sabatier, qui est le directeur des territoires. Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Alexis, merci Julien. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de parasport. C'est toujours un plaisir.
Peut-être rebondir sur ce que tu as évoqué, Julien, et se dire que, évidemment, on est dans un contexte post-jeu. Vous, collectivités territoriales, vous avez évidemment envie de développer aussi vos politiques parasportives à destination des publics en situation de handicap. Vous en avez certaines qui sont déjà en place d'ailleurs, mais on peut avoir envie de les renforcer. Et parfois, on peut se retrouver face au parasport. On sait qu'on a un écosystème qui est parfois un petit peu complexe. On a des acteurs qui sont un peu éclatés et on ne sait pas trop par quel bout prendre cette question du parasport. C'est un questionnement qu'on a depuis quelques années et avec l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport, on a travaillé justement à un guide des parasports à destination des élus au sport qui permet d'avoir une véritable entrée en matière de parasport, c'est-à-dire comprendre qui sont les acteurs, quelles sont les ressources, quelles sont les bonnes questions à se poser et comment, moi, collectivité, avec des partenaires ressources sur un territoire, je peux construire, je peux renforcer une politique parasportive à destination du sport pour les personnes en situation de handicap. Ce guide, il existe depuis 2-3 ans, on l'actualise, donc il est toujours à jour et il a vocation à vous accompagner vraiment dans le détail. Il y a beaucoup de contenu, donc c'est des choses que l'on prend un peu un livre de cheveux quand vous consultez lorsqu'on a un problème sur l'accessibilité, lorsqu'on se pose des questions sur la formation, etc., etc. Donc ce livre, en tout cas, c'est vraiment quelque chose, ce guide, pardon, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Là, on en demande des jeux, on s'est dit, bah, il va y avoir encore ce besoin d'accompagnement des collectivités territoriales, mais on veut aller dans plus de pragmatisme, c'est-à-dire que on doit capitaliser sur cet élan de post-jeu, on doit se mobiliser collectivement pour aller vite sur des sujets que l'on souhaite appréhender. Et donc, on a sorti une foire aux questions qui reprend en partie des éléments que vous retrouvez dans le guide des parasports, mais qui se veut beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire parce que je veux répondre à des questions de formation, à des questions d'équipement, d'animation du monde scolaire, comment je traite le parasport sur le bloc communal avec l'école qui est sur mon territoire, quels sont les acteurs ressources, quels sont les outils qui sont déjà existants, comment je peux les mobiliser et comment je peux construire véritablement ma politique parasportive. Donc ce livre, j'insiste sur le livre alors que c'est que des guides, je ne sais pas pourquoi, mais du coup en tout cas ce guide, il est à disposition sur le stand hollandais et sur notre stand CPSF à l'épée et stand numéro 88. Il est également à disposition de manière numérique sur nos sites respectifs. Donc, n'hésitez pas à vous en servir, à les utiliser. Et évidemment, on est là pour vous accompagner aussi au travers de nos référents paralympiques qui sont positionnés sur les territoires et qui sont là pour faciliter l'engagement de politiques parasportives. Voilà, une fois qu'on a défini sa politique parasportive, évidemment, derrière, c'est poser la question de comment on met en œuvre. Et ça me permet de faire la transition sur un autre programme du CPSF, qui est le programme Club Inclusif. C'est un programme qui... J'enchaîne les deux, on est d'accord. Ouais, ok. C'est un programme justement qui a été construit en amont des Jeux avec le soutien du ministère des Sports et qui partait d'un constat assez simple. En fait, tu l'as évoqué Alexis, la pratique sportive à l'heure actuelle des personnes en situation de handicap, elle est insuffisante, mais pour plein de raisons. Et un des premiers freins, en fait, c'est la capacité d'accéder à un club en proximité qui veuille bien accueillir les personnes en situation de handicap et qui propose aussi l'activité de son choix. Parce que souvent, on nous propose un accueil, mais pas de chance, c'est le club d'escalade qui va bien vous accueillir alors que vous aviez envie de faire du foot. Donc ça, c'est une vraie problématique aussi. On doit élargir le spectre d'offres de pratique. Donc dans cette logique-là, on a développé un programme qui nous permet justement de proposer à des collectivités engagées sur une politique sportive un outil clé en main qui va sensibiliser leurs clubs, les clubs ordinaires, jusqu'à 12 clubs, à l'accueil de personnes en situation de handicap au travers d'une session de sensibilisation qui va pendant 3 jours, déconstruire un petit peu les représentations qu'on peut avoir en matière de sport handicap. C'est-à-dire lever les freins qui consistent à dire lorsqu'on est un club, bah, je ne sais pas faire, ça va coûter de l'argent, quel est le cadre juridique en fait qui m'est imposé, plein de choses en fait dont on n'a pas forcément les réponses et qui peuvent être des freins justement à l'ouverture des portes d'un club aux personnes en situation de handicap. Donc tout ça, on essaye de discuter ensemble, de le déconstruire un petit peu. Et puis une fois qu'on a discuté de ces éléments, on a des temps de rencontre avec le public évidemment parce que c'est important. On a deux fédérations, la fédération handisport et sport adapté, qui nous accompagnent justement pour comprendre un petit peu les attentes de ce public et qui vont aussi participer à ce qu'on appelle l'accompagnement qui va se dérouler pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, vous avez la possibilité lorsque vous êtes un club, d'être accompagné. On vous soutient dans les réponses à vos questions et on construit un véritable projet associatif pour s'inscrire là encore dans le long terme et dans le cadre d'une pratique pérenne. Voilà, donc ce programme, aujourd'hui, on est à plus de 1500 clubs qui sont passés par ce programme et qui ont été
formé sur tout le territoire. Il fonctionne très bien, il est à disposition des collectivités. N'hésitez pas à nous solliciter pour le mettre en place sur vos territoires. C'est un très bel outil en tout cas pour engager une véritable politique parasportive à destination des personnes en situation de handicap. Et chose intéressante, je terminerai par ça, il est particulièrement intéressant parce qu'il est évaluable et quantifiable. Souvent, on se pose la question de les actions que l'on engage, en fait, quelle est la répercussion véritable sur le territoire. Là, on sait combien de clubs ont été formés, on sait qu'ils peuvent ensuite accueillir des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est des actions concrètes au bénéfice de la pratique des personnes en situation de handicap. Voilà. Et c'est aussi un instrument très complémentaire de ce qui se fait déjà, notamment par la fédération handisport ou sport adapté, qui ont souvent des sections ou des clubs dédiés aux personnes en situation de handicap. Là, l'idée, c'est aussi sur les clubs ordinaires de dire, il n'y a peut-être pas grand-chose à mettre en place pour pouvoir accueillir parmi vos participants des personnes en situation de handicap qui auront besoin d'une adaptation particulière ou d'un accompagnement particulier. Est-ce que parmi les participants, vous avez déjà à ce stade des questions ou des réflexions que vous souhaiteriez partager? On peut prendre un petit temps d'échange avec Sylvain. Oui, Bonjour. Sur le dispositif club inclusif, vous parlez de 1500 clubs formés. Moi, je veux savoir combien de clubs mettent, enfin, j'aimerais savoir, à l'ordre maintenant, en fait, parce que c'est quand même, enfin, faut quantifier. 1500, c'est bien de former, mais il faut savoir combien accueillent maintenant du public en situation de handicap et combien derrière se sont rapprochés des fédérations de sport adapté et handisport. Enfin, faut qu'on sache un peu et qu'on puisse quantifier. Enfin, moi, je fais partie du sport adapté, d'un comité départemental qui a proposé cette formation. Et en fait, souvent, on n'a presque aucun retour des clubs. Donc, enfin, nous, c'est sur notre territoire. Moi, j'aimerais nationalement, est-ce qu'il y a quelque chose, ou au moins est-ce qu'on réfléchit à avoir cette réponse pour que on puisse améliorer l'accompagnement des clubs aussi. Alors évidemment qu'on y réfléchit puisque c'est un programme qui est particulièrement ambitieux, hein. C'est la première fois que les deux fédérations spécifiques en e-sport et Solidarité travaillent ensemble en fait pour avoir un programme global qui permette d'apporter une solution à 360 degrés aux clubs ordinaires qui sont sur le territoire. Évidemment qu'il y a un bilan continu que l'on effectue, il y a un bilan final aussi que l'on fera parce que on est dans une vraie logique d'évolution de ce programme. C'est une solution qui est innovante. On a besoin de la réadapter. On ne prétend pas avoir une solution miracle non plus, hein. C'est particulièrement complémentaire de tout ce qui existe sur le territoire. Et on a besoin de toutes les forces vives pour faire avancer le parasport, évidemment. Donc, est-ce qu'on a des retours de manière précise? Non, pas à l'heure actuelle. D'autant que les clubs en fait qui mettent en place leurs projets, ça demande aussi du temps. Derrière, il y a besoin d'accompagnement aussi pour pouvoir s'ouvrir au public, de pouvoir l'accueillir dans des bonnes conditions. On a besoin de trouver les bons relais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'ouvre au public en situation de handicap, ben, c'est pas juste un claquement de doigts. Vous êtes bien placé pour le savoir, pour dire que le public va arriver immédiatement. Derrière, il y a le référencement au handicap qui est important. Derrière, on a besoin de le faire savoir. Et là, le rôle de la collectivité est essentiel aussi. C'est-à-dire de dire, bah, moi, j'ai des clubs qui sont formés sur mon territoire, j'ai des clubs qui sont en capacité à accueillir des personnes en situation de handicap. Je communique là-dessus, je le dis en fait. Et c'est aussi un rôle de la collectivité. C'est pour ça que Club Inclusif apporte un réseau sur un territoire, un réseau d'entraide en club, un réseau avec la collectivité territoriale qui permet de poursuivre les actions que l'on va mettre en place et d'accueillir dans les meilleures conditions un public en situation de handicap qui, jusqu'à présent, ne connaissait pas l'offre de proximité, va aller dans ces clubs. Donc, viendra le temps du bilan, de savoir précisément, et je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, il y a plein de personnes en situation de handicap qui sont dans des clubs ordinaires, et on ne le sait pas. Toutes les fédérations ne sont pas non plus encore en capacité d'établir le nombre de licenciés qui pratiquent au sein de leur fédération, mais ça, c'est des choses que l'on construit avec elles, sur lesquelles on avance, et il y a encore beaucoup de choses à faire, et on est preneur de toute bonne idée et de toute bonne volonté pour aller dans ce sens. est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet ou remarques? Peut-être très concrètement, si une collectivité est intéressée par ce dispositif, qu'est-ce qu'elle fait? Qui elle contacte? Comment? Alors, elle nous contacte directement. On a eu une adresse Club Inclusif @France Paralympique, mais le plus simple est d'aller directement sur le site Club Inclusif. Il y a toutes les informations nécessaires. On peut déclencher un rendez-vous pour présenter un peu plus en détail le projet. Et ensuite, une fois que l'on s'est mis d'accord, on se met en ordre de marche avec les acteurs territoriaux. Et c'est ça qui est important aussi de savoir, c'est que c'est un programme qui a une dimension et une ampleur nationale et elle est construite sur les territoires avec des acteurs qui sont sur vos territoires et au bénéfice de ces acteurs. Donc ça se fait, nous, avec un pilotage national, mais c'est vraiment des actions territoriales qui se mettent en avant. Merci beaucoup.
Du coup, ça enchaîne bien avec le point suivant. On va parler aussi de toutes les aides qui sont apportées, notamment aux clubs et aux collectivités pour l'équipement, mais tu peux rester aussi si vous voulez me rejoindre. On accueille deux collègues de l'Agence nationale du sport, Virginie Lamotte et Guillaume Schwab, qui sont tous les deux conseillers et qui vont vous parler justement des différents programmes que l'agence met en place pour accompagner les acteurs du sport au niveau local pour augmenter l'accessibilité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Guillaume Schwab, conseiller équipement sportif. Je suis accompagné donc de Virginie Lamotte qui prendra le relais sur une deuxième partie. Je vais vous parler des dispositifs équipements qui sont déployés par l'agence sur la mise en accessibilité des équipements sportifs. Parce que comme vous le savez, l'Agence nationale du sport accompagne les collectivités locales sur la construction, la rénovation d'équipements sportifs. Elle déploie pour ce faire différents dispositifs. Mais aux côtés de ces différents dispositifs qui vont englober un peu la pratique parasportive de façon naturelle, j'ai envie de dire, mais peut-être de façon diluée, on a une enveloppe spécifique qui cette fois-ci va toucher 100% de la pratique parasportive. Alors cette enveloppe, elle existe depuis 2019 et la création de l'agence. C'est une enveloppe qui, à l'heure actuelle, a permis de financer quasiment 345 projets pour environ 10,6 millions d'euros, vraiment axés 100% sur la pratique parasportive. Ce qu'il faut surtout retenir de cette enveloppe, si le montant peut paraître un peu mineur par rapport à tous les enjeux qu'on a sur les équipements sportifs, c'est surtout sa dynamique. Elle a été créée en 2019 avec une première enveloppe d'1 million d'euros. Elle est ensuite passée à 2 millions d'euros à partir de 2021 et 3 millions d'euros en 2024 dans la logique de la préparation de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. C'est une enveloppe qui propose un taux de subvention record. On est sur un taux qui est passé de 50% à 80% en 2021 et ça a vraiment marqué une seconde étape. Ça a permis d'amorcer le deuxième étage de la fusée, j'ai envie de dire, sur l'accompagnement des projets, puisque jusqu'ici, on avait du mal même à consommer cette enveloppe. À partir du moment où on a proposé 80% aux associations et aux collectivités locales, on a eu énormément de demandes sur cette enveloppe. C'est une enveloppe aussi qui se caractérise par deux autres aspects, c'est qu'elle va surtout toucher cette fois-ci les associations. La plupart des dispositifs de l'agence équipement s'orientent, ont pour cible surtout les collectivités locales. Ici, c'est à 85-90% les associations qui vont recevoir des subventions pour de l'acquisition de matériel. On va y venir. Et ce que je disais, voilà, 85% de ces subventions concernent l'acquisition de matériel sportif spécifique ou de 29 places. Donc, un taux de subvention record, des catégories différentes, 4 catégories de projets, pour résumer. Donc, évidemment, c'est une enveloppe qui va permettre de subventionner la construction d'équipements sportifs uniquement dédiés à la pratique parasportive. On peut prendre, pour exemple, un terrain de cécifoot, par exemple, ou un gymnase complètement inclusif. On en a quelques-uns qui ont pu être financés sur cette enveloppe. On a évidemment la rénovation avec mise en accessibilité sportive. J'insiste sur le mot mise en accessibilité sportive. On va plus loin que la mise en accessibilité réglementaire, celle qui va s'imposer à un propriétaire, à un gestionnaire d'un équipement sportif. Là, c'est cette fois-ci la mise en accessibilité sportive, c'est comment j'aide la pratique sportive au quotidien. Donc, j'améliore, je vais plus loin que la réglementation. J'ai une largeur supplémentaire de couloirs, etc., des espaces de locaux qui sont vraiment bien pensés pour faciliter la maintenance et la logistique. Ensuite, on a évidemment le matériel sportif spécifique. Quelques exemples, on peut avoir des voiliers, des avirons adaptés, des voiliers de type ANSA 303 pour les puristes. On peut avoir des joëlettes, des tandems pour les sports de nature. Et ensuite, on a également l'acquisition de 29 places qui est très importante. On parlait de sport adapté tout à l'heure. Effectivement, les comités départementaux, régionaux, handisport, sport adapté nous font souvent parvenir des demandes de subventions pour acquérir ces 29 places qui sont super importants pour aller chercher les sportifs et les amener sur les sites d'entraînement et de compétition. Les dossiers, on l'a dit, donc des critères prioritaires, on en a à peu près 3 pour examiner et trancher parmi ces dossiers. On va essayer de donner une priorité aux associations qui sont référencées dans le fameux Handi-Guide des sports dont on parlait juste avant. On a également une priorité pour les dossiers qui vont concerner la fameuse mise en accessibilité sportive des équipements sportifs et ceux qui présentent une signalétique vraiment au top, j'ai envie de dire, par rapport à la pratique et au déplacement dans l'enceinte de l'équipement. Des plafonds de subvention qui ont été mis en place en partenariat avec le comité paralympique pour essayer d'homogénéiser les demandes. On a des plafonds sur les fauteuils manuels ou électriques, comme vous pouvez voir sur l'écran, ainsi que sur les minibus, avec une aide maximum de 40 000 euros sur les 29 places. Je fais un rapide focus sur la campagne 2024, puisqu'on a eu beaucoup de demandes. Au total, 171 dossiers déposés, mais 133 qu'on a vraiment examinés dans le cadre de la commission d'examen. Une demande d'environ 4,4 millions d'euros, donc je rappelle, une enveloppe de 3 millions d'euros. Ça nous a permis de financer, d'accompagner 99 projets. Donc ça, c'est un chiffre record. Les années précédentes ont été plutôt aux alentours de 60-65 dossiers accompagnés par an.
un montant de subvention de 30%, mais surtout ce qu'il faut retenir de cette enveloppe, c'est l'effet levier. Comme je disais tout à l'heure, on va vraiment toucher le cœur de l'activité et justement les clubs avec un vrai effet levier. On peut demander jusqu'à 80%, on y est presque, on a un taux moyen de subvention de 66%. Rapidement, le camembert qui présente le type d'équipement, et je disais, donc c'est vraiment le matériel qui ressort en premier, le matériel spécifique, c'est normal, celui qui est porté par les associations, ainsi que les véhicules 9 places, portés par les comités, mais également certaines associations. Et les fauteuils, évidemment, les fauteuils qui soient électriques, fauteuils pour la pratique du handi-rugby, les fauteuils Strike Force pour le foot fauteuil, etc., qui ont beaucoup de succès. Peu de dossiers, par contre, sur la création d'équipements, parce que, comme je disais tout à l'heure, les autres dispositifs de l'agence permettent également d'avoir une partie équipement parasportive inclus dans l'équipement. On a beaucoup de bruit là-bas, mais en tout cas, c'est surtout du matériel qui est financé dans le cadre de cette enveloppe. Je ne reviens pas sur le montant de la demande, je reviens juste sur le camembert. On le disait, ça s'est encore confirmé cette année. Les dossiers sont très majoritairement portés par des associations, 90%. Et ça, c'est vraiment le point fort, en tout cas la spécificité de cette enveloppe. Un rapide coup de vue sur un rapide coup de projecteur sur les dépôts de dossiers en région. On a 2 régions qui se sont vraiment distinguées avec beaucoup de dossiers en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça s'explique par le développement des sports de nature. C'est vrai, l'ouverture des sports de nature pour les publics sportifs à handicap. Et je disais tout à l'heure, les fameuses joëlettes, les tandems, des choses qu'on voit beaucoup avec les comités régionaux handisport, etc. Ou des clubs qui sont spécialisés. Et on a également eu beaucoup de demandes sur le Grand Est. Et ensuite, on a eu tout un peloton de régions qui ont fait des demandes à 11 ou 12 dossiers pour cette année. En tout cas, toutes les régions métropolitaines, hormis la Corse, ont déposé des dossiers. On a eu quelques dépôts de dossiers sur la partie ultramarine. Je passe le relais à Virginie pour la partie financement aux associations. Donc en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les financements de projets à l'Agence nationale du sport, le parasport va être un élément transversal. On ne va pas avoir d'enveloppe forcément dédiée pour financer un projet. Tous nos dispositifs permettent de financer des projets pour développer la pratique parasportive ou créer cette dynamique parasportive sur vos territoires. Donc, la plupart de nos financements vont s'adresser à vos associations, mais vous, en tant que collectivité, votre impulsion va être primordiale pour pouvoir initier ces projets de territoire et relayer aussi ces opportunités auprès de vos associations. Après, le sujet des équipements sportifs qui est identifié souvent comme un premier frein quand on échange avec les associations, les retours des associations, c'est je ne peux pas développer mon activité parasport, je n'ai pas le matériel. Donc Guillaume a présenté les opportunités. La deuxième, une fois que vous avez le matériel et votre équipement, ça va être comment développer l'activité, éventuellement, comment j'ai professionnalisé mon association pour développer cette activité, comment je peux financer mon éducateur spécialisé, comment je peux avoir quelqu'un qui va développer le programme parasport sur mon territoire, que ce soit à l'échelle de votre intercommunalité ou à l'échelle de votre département, voire du club pour un éducateur. Donc là, on a un programme qui s'appelle les ESQ Parasport, les emplois sportifs qualifiés Parasport, qui vont financer des emplois dans vos associations ou dans les comités départementaux ou régionaux pour développer l'activité parasportive. Donc là, ce sont des emplois pluriannuels financés sur 3 ans à hauteur de 17 600 € pour un temps plein qui sont financés, l'accompagnement peut être renouvelé au bout des 3 ans dans le cadre d'une consolidation. Donc là, vos correspondants sur les territoires, alors ce ne sera pas moi à l'agence pour tous les dossiers, ça va passer par nos collègues dans les services, ce qu'on appelle les services déconcentrés de l'État, les DRAGES, Direction régionale académique jeunesse et sport au niveau régional, ou leurs correspondants au niveau départemental, les SDJES. Donc vous avez des correspondants dans chaque département, dans chaque région. Et sur le site de l'agence, il y a un annuaire de ces correspondants avec des référents emploi dans chaque territoire. Le deuxième levier, ça va être les subventions directement aux associations locales, où là, à nouveau, les correspondants dans les services de l'État vont être des relais importants pour vous orienter, que ce soit sur nos opportunités de financement offertes par l'agence, mais aussi par d'autres opportunités de financement proposées par le département, par la région ou d'autres acteurs territoriaux, peut-être même d'autres ministères. Donc nos correspondants, donc les agents de l'État, vont pouvoir, je ne sais pas si tu voudrais en dire un mot plus précis, Alexis, mais aussi vous accompagner plus à 360 sur cette mise en place aussi de financement dans les opportunités.
Il y a aussi les fédérations, parce qu'aujourd'hui, une partie des financements de l'agence sont aussi accompagnés via les fédérations sportives. On entendait tout à l'heure une personne d'un service, d'un comité départemental. Donc, j'imagine que vous êtes au relais de vos clubs dans le cadre des projets sportifs fédéraux de votre territoire. Donc, pour les correspondants des fédérations handisport, sport adapté, mais aussi des fédérations qui ont la délégation parasport, il y a des financements pour les associations qui sont prévus pour développer et accroître cette activité parasportive sur les territoires. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter. Les prochaines campagnes ouvrent en 2025 et il y aura des financements fléchés sur le parasport. Enfin, j'ai fait un petit focus spécifique pour les collectivités parce que certains de nos financements sont ouverts aux collectivités territoriales et là, ça va être sur des politiques publiques ministérielles importantes, le savoir nager, le savoir rouler. Les collectivités sont éligibles et bien entendu, sur ces politiques ministérielles, les enfants en situation de handicap font partie des publics prioritaires. Et même si on a une cible d'âge sur les enfants, dans le cadre de jeunes en situation de handicap, on décloisonne l'âge. Ça peut aller jusqu'à 18 ans, voire jeunes adultes en fonction des projets présentés. Je ne vais pas m'attarder trop sur les parties nationales pour laisser aussi nos collègues du CESH. D'ailleurs, dans le cadre de nos financements, le référencement au HandiGuide est obligatoire pour toutes les structures financées. Donc là, je laisserai nos collègues présenter plus en détail le HandiGuide. On en a beaucoup cité, mais il sera présenté après. Donc, on a des appels à projets nationaux où le parasport est bien entendu priorité également. Et Julien, tu parlais de la visibilité et de la médiatisation très réussie des Jeux paralympiques. L'agence gère une enveloppe aussi pour aider à financer la production audiovisuelle, que ce soit des reportages, des documentaires, mais la diffusion de compétitions. Donc là, on travaille avec les fédérations, avec les diffuseurs pour continuer sur cet élan post-Jeux olympiques et continuer à avoir encore plus, grâce aux diffuseurs, d'épreuves parasportives. Donc là, il y a des ressources. Le PowerPoint pourra être diffusé, donc n'hésitez pas à utiliser tous les liens. Merci beaucoup. Merci. Alors effectivement, ce qu'on vous a présenté là, ce sont des crédits qui sont vraiment fléchés au sein de l'agence pour soutenir le développement du parasport. Mais d'une manière générale, tous les crédits qui contribuent au développement du sport peuvent évidemment contribuer au développement du parasport. Et à l'inverse, tous les crédits qui existent, les fonds interministériels sur les questions d'accessibilité, qui sont des fonds ordinaires, peuvent aussi être fléchés vers des structures sportives. Je pense notamment au plan qui a été récemment mis en place sur le plan de transformation de l'accessibilité avec des fonds importants qui sont mobilisés sur les territoires. Il ne faut pas hésiter aussi à les mobiliser pour des projets sportifs. Il n'y a pas que les fonds spécifiquement dédiés qui peuvent contribuer. Et là aussi, nos collègues en région sont à même d'orienter les collectivités ou les structures qui souhaiteraient s'engager dans les projets de ce type-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Bonjour à toutes et à tous, je suis Jonathan Roman, le créateur de Tous au Sport Édition, qui est la première maison d'édition spécialisée dans le sport pour tous. Alors j'ai une première question, c'est est-ce qu'il y a une solution pour le manque de créneaux qui est souvent aussi, qui ressort régulièrement justement par les clubs qui veulent organiser, qui veulent accueillir des personnes en situation de handicap, a fortiori quand il n'y a pas forcément beaucoup de pratiquants, ils sont pas forcément prioritaires. Bon, voilà, premier point. Et concernant aussi l'accueil, comment dire, le financement des professionnels à hauteur de 17 500 €, est-ce qu'il faut une formation spécifique sur le handicap ou ça peut être, si, admettons qu'un club accueille, développe une section adaptée ou accueille des publics en situation de handicap et dédie un professionnel à cet effet, est-ce que ça marche ou est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il ait une formation spécifique handisport, sport adapté, par exemple? Voilà. Pour répondre sur la partie emploi en premier lieu, alors il y a des fiches de poste qui sont présentées par les comités régionaux, départementaux ou les clubs. Et généralement, pour mettre en œuvre, surtout pour les éducateurs, il y a des formations et qui sont proposées en premier lieu par les fédérations d'e-sport, sport adapté, mais aussi les fédérations délégataires qui, depuis qu'elles ont obtenu la délégation, ont aussi développé des formations spécifiques dédiées à la pratique parasportive de leur discipline.
Donc là, il y a des formations qui peuvent être financées aussi, ces formations, soit via des financements fédéraux, via les financements d'aide à la formation. Voilà, il peut y avoir des aides à la prise en charge également. Sur la partie des créneaux, ben là, ça a à voir avec les propriétaires aussi des équipements sportifs. On sait que c'est un sujet. Sur certains territoires, il y a une carence en équipement, d'où tous les crédits qu'a présenté mon collègue pour construire de nouveaux équipements ou adapter les infrastructures également. Mais ce sujet-là des créneaux s'applique malheureusement, que ce soit parasport ou pas parasport, des jeunes ou des moins jeunes. La pratique féminine aussi souffre aussi beaucoup pour pouvoir ouvrir des créneaux supplémentaires. Donc là, il y a le Mikado des discussions de créneaux au niveau des collectivités. Et on sait que tout le monde redouble d'efforts pour trouver les solutions, mais parfois, ça nécessite des équipements supplémentaires pour mettre en œuvre. Et la mutualisation des équipements existants parfois, où on cherche aussi à faire en sorte que les équipements qui pourraient être réservés à telle ou telle structure ou établissement fassent l'objet de conventions de partage sur un même territoire. Guillaume, tu voulais peut-être compléter? Non, je pouvais juste confirmer les propos de Virginie. Effectivement, nous, on ne va pas intervenir directement sur la gestion de l'équipement, mais après, c'est plus en ricochet de façon indirecte. Par exemple, si le gymnase, le fait qu'il n'y ait pas de créneau para sur un gymnase, mais c'est forcément lié déjà à la capacité de ce gymnase à accueillir ce type de pratiquants. Ça peut passer par la rénovation du sol sportif, avoir un sol sportif permettant d'accueillir des fauteuils. Et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, la fameuse mise en accessibilité sportive des vestiaires, des couloirs, aller plus loin que la réglementation, penser différemment les choses. On va plus loin que la loi, on essaie de se mettre dans la position du pratiquant et de voir ses besoins, c'est de quoi il a besoin pour vraiment développer derrière. Ouais. Une des pistes pour libérer des créneaux, c'est aussi dans le cadre des mutualisations, c'est les équipements scolaires. Quand ils sont plus utilisés pour les temps scolaires, de voir dans quelle mesure ils peuvent être utilisés par les associations du territoire, si l'accès le permet, alors que ce soit pour des pratiquants en situation de handicap ou non, parce que ces équipements scolaires peuvent être éventuellement plus récents et donc aux normes, mais c'est un sujet sur lequel le ministère a beaucoup travaillé également. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Non. Je propose qu'on enchaîne du coup. Vous pouvez rester avec nous. On va terminer avec notre collègue du CESH, donc le Centre d'expertise sport et handicap, qui est le pôle ressources du ministère sur les questions de sport et handicap, qui est basé à l'INSEP et Florian Foulquier qu'on accueille va présenter les ressources qu'on met à disposition sur ces sujets-là. Bonjour à tous. Alors, voilà, je m'appelle Florian Foulquier. Je suis chargé de mission expertise et animation de réseau au centre d'expertise sport handicap, qui est un pôle ressources qui est en appui à la direction des sports sur la question du sport et handicap. On a parlé de HandiGuide tout à l'heure. On fait partie, on est les administrateurs de cette plateforme et qui recense maintenant à peu près 5000 structures sur 7000 lieux de pratique maintenant, ce qui devient assez intéressant. Donc je vais pouvoir, la raison pour laquelle je suis devant vous, c'est pour pouvoir vous présenter le guide multisport, qui est une des choses qu'on peut développer au sein du centre expertise sport handicap. On a de l'expertise juridique et on a aussi du conseil. Et il y avait sur le pôle ressources avant un guide qui était sur l'accessibilité des ERP sportifs. Et on a souhaité les remettre au goût du jour pour les agrémenter de plus d'expérience. Et c'est notre deuxième guide. En fait, il y a eu un premier sur les diplômes sportifs du ministère des Sports que pourraient passer des personnes en situation de handicap. Et donc, pourquoi un tel guide sur les ERP sportifs? Pour comprendre l'usage, pour trouver des bonnes pratiques et éviter des surcoûts. Alors là, je vous ai mis en photo un exemple type, parce qu'on a plein de bonnes pratiques, un exemple type d'un gymnase qui a été fait avec, on voit au sol le terrain de volley qui est présenté très bien, avec un petit terrain qui est le terrain de volley assis. C'est très très rare dans un gymnase sportif qu'il y ait le terrain tracé de volley assis, ce qui est plutôt une innovation qui permettrait de dire qu'une collectivité territoriale prend en compte la question du handicap. Malheureusement, ils ont mis un sol peint sur une résine qui ne permet pas de glisser au sol.
Et donc, il faudra peut-être refaire le sol parce que les personnes en situation de handicap n'ont plus accès à leurs pratiques sous risque de blessure. S'ils avaient lu le guide que je vais vous présenter, ils auraient su, en liant la fiche de la fédération, qu'il fallait un sol. Et donc, je vais pouvoir vous présenter ce guide. Mais c'est pas la faute de la volonté d'une collectivité territoriale de faire de l'inclusion. C'est une question de compréhension. Et sur la question du parasport, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment, ben voilà, s'outiller et puis voir aller vers l'expertise. Donc, un outil évolutif pour accompagner et éclairer avec des renvois sur la législation, avec surtout un usage éclairé par des retours de sportifs, en tout cas d'usagers représentatifs de la majeure partie des handicaps. Ce guide a été aussi accompagné par les fédérations historiques sport adapté et handisport, mais d'autres fédérations délégataires. Et il a été basé sur un concept qu'on a emprunté à un collectif wallon, qui est le concept sécu, qui sera expliqué plus tard, mais qui n'est autre que l'acronyme de stationner, entrer, circuler, utiliser et évacuer. Donc ce guide a essayé d'avoir un mode d'emploi à 360 degrés avec un sommaire interactif. Le but de ce guide, c'est de pouvoir être assez ergonomique et lisible facilement. Ce n'est pas un bouquin dans lequel on va rentrer, c'est quelque chose sur lequel on va aller piocher des informations et on l'a rendu le plus ergonomique possible avec, vous voyez, l'ensemble des pictogrammes qui sont représentés pour les fiches gymnase ou les fiches discipline qu'il y a, les photothèques, en tout cas un ensemble de bonnes pratiques qui seront présentées de façon graphique pour pouvoir naviguer dessus. Il y a un prisme sur la situation de handicap qui sera expliqué un peu plus tard, un benchmark des complexes sportifs et gymnases. Donc, il y a 12 équipements, dont 5 fiches détaillées sur des gymnases, puisqu'on a fait des visites apprenantes pour pouvoir vous rendre compte et rendre le document le plus visible possible et le plus lisible avec des exemples qui se basent sur des exemples concrets. Mais également une entrée sur des disciplines. Donc, on a les 12 disciplines, 12 fiches disciplines. Il faut remercier le travail de la Fédération Handisport qui a aidé à la conception justement de ces fiches-là, qui nous a permis de trouver un modèle pour pouvoir proposer aux autres fédérations de rentrer dans ce modèle-là. Et leur expertise nous a été extrêmement précieuse. Donc, on les remercie pour ça. Et du coup, on a agrémenté ce guide d'une photothèque qui image, qui illustre. Mais en tout cas, ce n'est pas dans le document. Je vais vous montrer que ce document fait des renvois différents. Donc, il y a plusieurs étapes dans ce guide qui permet d'aider à la construction. D'abord, la première étape, c'est appréhender le cadre et les attendus du projet. C'est vrai qu'on a destiné ce guide à accompagner les architectes, les maîtres d'œuvre, mais aussi les techniciens qui sont dans les collectivités territoriales. Donc, appréhender son projet, c'est de comprendre comment, et donc c'est d'abord appréhender la continuité de la chaîne de déplacement et aussi également l'accessibilité par typologie de handicap. À chaque partie, vous aurez une présentation avec un graphique, mais qui représente bien. Par exemple, là, vous avez un beau dessin qui représente la continuité de la chaîne de déplacement, qui montre que depuis chez soi, on a accès à l'Internet pour comprendre ou savoir et trouver son lieu de pratique, notamment avec le HandiGuide. Et donc, je situe mon gymnase et ma chaîne de déplacement va de chez moi jusqu'au gymnase, en passant par les transports en commun et l'accès vers le gymnase. Et puis, les principaux obstacles rencontrés par la situation de handicap détaillée par typologie de handicap. Après, ensuite, nous avons une seconde partie, c'est concevoir son projet, le projet dans sa globalité, avec l'accessibilité par typologie de situation, les situations qu'on peut leur rencontrer avec la démarche sécu, qui est stationner, entrer, circuler, utiliser et évacuer, ainsi que l'accessibilité par discipline, donc l'accessibilité par typologie de handicap et l'accessibilité par pratique sportive et l'accessibilité des bonnes pratiques avec un ensemble de bonnes pratiques présentées. Et donc, vous voyez ce beau dessin qui représente les différentes pratiques par typologie de handicap et la démarche sécu qui est représentée par ces pictogrammes. Et enfin, ben voilà, les projets, par exemple, de bonnes
de bonnes pratiques avec le CREPS de Vichy qui a investi énormément sur la question du parasport et qui a été notamment base, enfin en tout cas camp de base pour préparer les Jeux paralympiques. Et il y a eu de belles équipes qui se sont entraînées pour préparer les Jeux au sein de cet établissement. L'accessibilité par par type de discipline, avec l'accessibilité par typologie de handicap. On les a détaillés, les a découpés en faisant d'abord la principale discipline pratiquée par les fauteuils, les disciplines en fauteuil, les disciplines spécifiques pratiquées par les déficiences visuelles et une focale sur 3 autres disciplines. On a pu remarquer que quand on parle de l'accessibilité, on a voulu être exhaustif et se rendu compte finalement l'handicap le plus impacté par l'accessibilité reste l'accessibilité aux fauteuils, notamment par les cheminements, les accès, les accès, enfin les cheminements verticaux avec les portes, avec les voiries, avec les ascenseurs ou les marches, puis les handicaps visuels avec justement la question de cheminement, d'accès aussi, d'accompagnement à l'autonomie, mais également, il ne faut pas oublier l'handicap psychique et mental sur la question de la signalisation. Et les 3 disciplines qui sont présentées, notamment le vol assis, l'escalade et il y a une pratique qui est assez innovante, qui est un sport partagé qui s'appelle le baskin, que je vous engage à essayer d'aller voir. Vous pouvez aller voir au stand à côté qui est Novo Sport qui propose cette pratique-là. L'accessibilité par pratique sportive avec, je vais revenir en arrière, avec différentes disciplines que l'on ne voit pas partout apparaître, c'est pas grave. En tout cas, 12 disciplines qui ont été faites et décrites sur plusieurs fiches. L'accessibilité avec des différents complexes gymnases innovants, avec un certain nombre de gymnases, notamment la CIM, qui est un gymnase qui est destiné à l'escalade en majorité, mais aussi qui est un gymnase innovant qui permet, avec une immense gradin, qui n'est qu'une rampe, une rampe entière qui permet de circuler avec un fauteuil de façon pratique. Nous sommes allés visiter des gymnases dans un centre de rééducation. Le prisme qui va bientôt sortir et que les peintures vont bientôt sécher, on pourra le visiter. Et le gymnase Daniel Royer qui présente un sol innovant qui est rétro-éclairé par LED et qui permet, notamment pour les personnes en situation de handicap psychique et mental, d'avoir un confort visuel dans l'usage. Un petit benchmark avec des équipements à l'international. Et la 3e partie qui là rentre dans le détail de ce que c'est que l'accessibilité avec tous les cheminements, avec toutes les étapes qu'on peut voir dans l'accessibilité. Et cette étape-là se focalise sur des liens externes qui va vers la réglementation, avec les articles sur la réglementation du cadre pour faire un ERP neuf ou de l'ERP existant, avec des renvois sur chaque partie, sur entrée circulée, sur les vestiaires, sur les douches, les toilettes, des renvois sur la photothèque, avec des bons à savoir, des pratiques, des bonnes pratiques et des points de méthode pour construire son projet, et avec aussi des conseils sur les conséquences sur la conception d'un gymnase de la situation de handicap. En tout cas, voilà, un document qui est ergonomique, qui renvoie sur des liens, qui renvoie sur des liens externes qui permettent de se rendre plus compte de ce qu'on peut faire sur ces gymnases multisports. En tout cas, je vous engage à aller sur le site du Centre d'expertise sport handicap pour pouvoir justement le voir. Et puis, voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. Merci Florian. Et donc là aussi, si le guide suscite des questions, par exemple, ou des interrogations, des volontés d'approfondir un peu tel ou tel sujet, quelles sont les ressources, où est-ce que les personnes peuvent s'adresser pour avoir un accompagnement plus spécifique sur ces sujets-là?
Alors sur la question du guide, qu'ils appellent le centre d'expertise sport handicap, on est situé à l'INSEP. Nous avons un site internet maintenant qui vous permet d'avoir accès à nos différentes ressources, qui vous permet d'avoir notre contact et nous serons enclins à pouvoir répondre à vos questions sur la question du guide. Nous sommes tout à fait ouverts à ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques avant que l'on conclue cette séquence? Non? Bah écoutez, il me reste juste à remercier en tout cas tous les intervenants. C'était vraiment un temps intéressant pour nous de pouvoir montrer justement tout ce qu'on met à disposition, que ce soit en termes de ressources de financières, de ressources pédagogiques, mais aussi de formation pour le développement du parasport dans les territoires. Et je laisse juste pour le mot de la fin la parole à Julien. Oui, on n'a pas trop parlé d'un autre héritage des Jeux, c'est le site Mon Parcours Handicap. Et on a délivré à l'occasion des Jeux paralympiques une rubrique d'information sur le parasport avec toutes les ressources utiles pour savoir ce que c'est que le parasport, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en situation de handicap. Il y a le HandiGuide, il y a Trouve ton parasport, enfin on a tout mis dedans. Donc c'est pour les personnes en situation de handicap, pour les aidants, mais ça peut être pour tout le monde et notamment pour les collectivités territoriales. Merci, bonne soirée à tous.